L'interactualité sur Eden Télévision et Diaspora FM, les clés du monde, sommet de l'Union africaine, le temps des vraies réformes. C'est le seul thème en débat pour le compte de ce numéro de Les clés du monde. Au cours de ce 29e sommet, on a entendu parler de plusieurs réformes à venir. James William Gbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillien Akat Benotin, bonjour à nos amis auditeurs de Diaspora FM et bien sûr aux téléspectateurs qui nous suivent attentivement sur Eden TV. Vous avez suivi la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au cours du 29e sommet de l'organisation. On a annoncé plusieurs réformes, lesquelles ont le mieux retenu votre attention? Alors, je dirais que vous avez parlé de vraies réformes. C'est une question déjà qui se pose. Je dirais en tout cas que deux réformes en particulier ont retenu mon attention. La première a rapport à l'indépendance financière dont désormais l'Union africaine veut jouir, puisque on le sait, ou en tout cas tout le monde ne le sait pas. Malheureusement, l'Union africaine fonctionne aujourd'hui avec des fonds principalement venus de l'Union européenne. Et donc, ce sont les Européens qui payent le salaire de beaucoup de fonctionnaires de l'Union africaine. Les cotisations des États membres ne viennent pas à temps, ou bien carrément certains États sont tout simplement incapables de payer leurs cotisations. Cette grande et belle idée d'Union africaine qui réunit aujourd'hui la totalité des États membres du continent africain ne parvient pas à faire fonctionner sa machine sans l'apport des donateurs extérieurs. Et donc, il y a Mo Ibrahim qui est un grand philanthrope africain qui décerne le prix Mo Ibrahim, vous le savez, sur la bonne gouvernance aux chefs d'État qui ont quitté le pouvoir il n'y a pas longtemps et qui ont bien géré leur pays, 10 millions de dollars sur je crois 5 ans. Mo Ibrahim disait il y a quelques jours seulement que l'Union africaine n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est dit à quel point, et Mo Ibrahim c'est un multimilliardaire africain, c'est l'un des hommes africains les plus riches. Quand lui s'en va dire des choses comme ça, il y a lieu de penser effectivement que l'Union africaine n'a pas ces moyens-là. Et effectivement, jusqu'à présent, les réformes dont l'Union africaine a toujours parlé n'ont jamais porté sur l'objectif d'une autonomisation financière. C'est pour la première fois que l'Union africaine en parle aussi ouvertement et a annoncé que des choses seront faites en ce sens. Donc ça fait la première réforme qui a retenu mon attention. Mais l'autre réforme justement, à ce niveau, comment expliquer 54 États compose aujourd'hui l'Union africaine et l'institution n'arrive pas à s'autosuffire, en tout cas à gérer ses charges? Oui, vous savez, il y a quelques années, on aurait pu arriver à aboutir à cette indépendance financière de l'Union africaine, mais le chantre de cette lutte pour l'indépendance financière de l'Union africaine a été, en tout cas, est entré dans la tourmente des révolutions arabes. Il s'agit du colonel Muammar Kadhafi et il a été tué dans la guerre qui a été déclenchée dans son pays. On sait très bien quelle est la part de chacune des parties, que ce soit africaine ou internationale, dans ce conflit. Muammar Kadhafi avait l'ambition de rendre l'Union africaine indépendante, de rendre l'Afrique complètement indépendante d'ailleurs, mais il n'a pas pu arriver à cette fin-là. Et au-delà, en fait, ce qui explique le fait que tous les États ne sont pas capables, en tout cas que tous ces États ne soient pas capables de permettre à l'Union africaine d'être indépendante, c'est aussi une question de mauvaise gouvernance et de mauvaise volonté. Il y a beaucoup d'argent qui devrait être reversé dans les comptes de l'Union africaine en termes de cotisation qui n'y sont pas reversés. Il y a des États qui sont des États d'une certaine puissance et même les textes de l'Union africaine fixent un maximum de contribution pour les États. Parce que vous savez, quand un État contribue à une certaine hauteur dans le budget d'une institution, il devient trop puissant dans l'institution. Donc l'Union africaine a fixé une limite que les États ne devraient pas, que certains États, même les plus puissants, ne devraient pas dépasser. Et les taux de cotisation des autres devaient permettre de compléter ces montants et permettre à l'organisation de s'autosuffire. Mais il faut aussi noter que l'Union européenne a toujours assisté, déjà par le passé, l'organisation de l'unité africaine jusqu'à ce que la réforme de 2002 permette que l'on passe de cette organisation à l'Union africaine. Et cette manne financière qui vient contribuer à l'existence de l'Union africaine, elle était là.
et les Africains n'ont jamais réellement pensé à s'en défaire. Aujourd'hui, il y a d'autres partenaires de l'Union africaine qui injectent de l'argent. Il y a la Chine qui apporte beaucoup aussi. Donc la Chine qui a d'ailleurs réalisé le siège de l'Union africaine, le nouveau siège en tout cas de l'Union africaine à Addis Abeba. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats sur justement la question de l'autonomisation ou de l'autonomie de l'Union africaine, la question même de la sécurité des gens qui travaillent au sein de l'institution, un bâtiment aussi magnifique, aussi gigantesque, aussi prestigieux certes, mais qui nous est offert, qui a été offert au continent africain par un pays unique en son genre, la Chine, qui est dans une lutte concurrentielle avec les autres grandes puissances pour prendre sa place sur le continent africain. En tout cas, il y avait de l'argent à l'extérieur à disposition des Africains et aujourd'hui, il y a quand même cette idée de se départir, même si cet argent continuera d'être disponible, mais de se départir de cette dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis des puissances extérieures, vis-à-vis également de la Chine et des autres États qui contribuent à l'existence de l'Union africaine. Et en dehors de cette réforme, vous annonciez une deuxième. Oui, il y a également des réformes institutionnelles. Je pense qu'avec l'arrivée de Moussa Faki Mahamat, ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, qui est devenu le président de la Commission de l'Union africaine, il y a des réformes que ce dernier envisage, notamment sur le plan institutionnel. C'est de placer l'Union africaine au cœur du système de développement et au cœur des relations que les États que le continent entretient avec les autres organisations internationales, avec les d'autres entités internationales qui ont l'intention d'investir sur le continent. En dehors des rapports bilatéraux que les États continueront à entretenir de façon tout à fait libre, si une organisation internationale entend investir sur le continent, dans 1, 2, 3 États, il est revendiqué, en tout cas il est voulu par Moussa Faki Mahamat que cette organisation passe par le biais de l'Union africaine. Non pas que l'argent passe par l'Union africaine, parce que ce serait encore des suppléments de tracasserie financière, mais que l'Union africaine puisse chapeauter un peu ces investissements sur le continent, parce qu'il faut maintenant penser à ce que les investissements sur le continent africain puissent aller dans le sens du développement harmonisé du continent africain. On a parlé de ces grandes routes qui devraient peut-être relier le Cap au Caire, qui devraient relier la Corne de l'Afrique à la pointe du Cap Vert au Sénégal et tout ça. Pour qu'on arrive à ce que ces grands projets d'infrastructure puissent aboutir, quand on construit une route au Bénin, on doit vérifier que cette route entre dans le cadre du programme de développement, du plan de développement initié, pensé et lancé par l'Union africaine. C'est pour cela que l'Union africaine entend donc dans cette réforme institutionnelle participer à toutes ces réformes-là. Et désormais, il y a nécessité, en tout cas pense le président de la Commission de l'Union africaine, que le continent soit représenté quand il y a ces projets d'infrastructure sur le continent. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Et parlant de l'autonomie, de cette indépendance financière annoncée lors du 29e sommet de l'Union africaine, est-ce réellement une perspective réaliste? Première chose, cette perspective est tout à fait réaliste. Elle est tout à fait réaliste, elle est possible et je dirais même que après bientôt 50 ans, l'Union africaine 63, 54 ans d'existence, c'est quand même un peu seulement maintenant, c'est un peu malheureux que ce soit seulement maintenant que l'on pense à initier véritablement les actions nécessaires pour aboutir à cette indépendance. Au moment où le colonel Kadhafi revendiquait cette indépendance, ce qui lui importait le plus, c'était que les États contribuent, que les États financent par eux-mêmes cette indépendance. Mais il y a maintenant une autre possibilité qui a été envisagée, celle qui consiste à prélever 0,2% sur les produits d'importation qui ne sont pas originaires d'Afrique. Donc chaque État prélève au niveau de son dispositif douanier, de son cordon douanier, une taxe de 0,2% de plus sur les produits qui ne sont pas originaires d'Afrique. Et vous savez très bien que l'Afrique importe d'importantes quantités de marchandises qui n'ont pas été fabriquées sur le continent, même si elles sont des retours de produits
de matières premières qui sont parties en Europe, qui sont parties en Asie ou qui sont parties en Amérique et qui reviennent sous forme manufacturée. À partir du moment où ces produits vont arriver, avec les 0,2% que chaque État va prélever, il y a très facilement les moyens d'aboutir à cette indépendance financière. Mais quand vous posez la question de savoir si c'est une perspective réaliste, c'est de savoir effectivement si tous les États, les 54 États d'Afrique ont les moyens, non pas les moyens matériels parce que les cordons douaniers existent partout, mais ont les moyens politiques et les moyens institutionnels de mettre en œuvre cette réforme, c'est-à-dire de dire à certains de leurs partenaires, à certains des États avec lesquels ils sont en partenariat, avec lesquels ils sont en commerce, qu'ils vont augmenter les taxes et à partir de ce moment-là, les États vont se rébiffer, en tout cas les États extérieurs à l'Afrique risquent de se rébiffer. Est-ce que des petits États, comme peut-être le Bénin, je n'ose pas le dire, ont la capacité d'augmenter les frais de douane sur certains produits importés, par exemple, de France, contre l'avis du gouvernement français? En tout cas, certains États ont déjà commencé à dire non, nous ne pouvons pas le faire parce que l'Organisation mondiale du commerce impose un certain nombre de directives qui nous empêchent de le faire. Il y a d'autres États qui estiment que leurs partenaires économiques extérieurs sont des pays trop puissants face auxquels l'augmentation des tarifs risque de créer des frictions et donc pour éviter ces frictions-là, ils préfèrent ne pas augmenter les taxes chez eux. Donc voilà où se posera le problème, c'est l'harmonisation de la mise en œuvre de cette pratique-là. Il y a 10 États en Afrique ont commencé de façon formelle, la Côte d'Ivoire en fait partie, le Rwanda en fait partie, et il y en a une dizaine d'autres ou une quinzaine d'autres qui sont sur la voie, qui ont déjà lancé les réformes nécessaires au niveau de leurs parlements respectifs pour que cette taxe-là devienne réalité à partir du budget de l'année prochaine. Vous venez de parler du budget de 2018 au Bénin. Je ne sais pas si le Bénin a prévu cette réforme, mais il y a d'autres États qui ne sont pas encore prêts, qui sont en train d'hésiter, et c'est cet État-là qu'il faudra convaincre. Est-ce que nous savons, le Bénin a revu à la baisse son budget pour le compte de l'année 2018. Vous avez parlé un peu des frais, mais il y a un autre frais, c'est par rapport à la libre circulation des personnes et des biens. Au niveau de la CEDEAO, c'est vrai qu'on est cité en exemple, mais au niveau de la CEMAC, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que le Gabonais qui veut se rendre en Guinée équatoriale, il doit aller chercher visa, et le Camerounais vice-versa. Est-ce que ces éléments-là faciliteront la mise en œuvre de ces réformes? Alors, la mise en œuvre de la réforme, notamment sur le point économique, ne connaît pas comme handicap les problèmes de libre circulation des personnes et des biens que nous avons sur le continent africain. On se parle des marchandises qui viennent hors du continent africain. Donc, c'est tout le pourtour du continent africain, au niveau de l'océan Indien, au niveau de l'océan Atlantique, au niveau en tout cas des mers qui nous entourent. C'est à partir des ports d'entrée et de l'aéroport d'entrée des marchandises que doit donc être mise en place dans chacun des pays concernés cette taxe-là. Si un pays importe des marchandises qui viennent hors d'Afrique, la taxe de 0,2%, ce n'est quand même pas extraordinaire comme augmentation des frais. La taxe de 0,2% peut être administrée et même on devrait mettre en place le mécanisme nécessaire pour que quand cet argent est prélevé, il soit reversé directement dans un compte séquestre, dans un compte qui est un compte de l'Union africaine, et on sait automatiquement que cet argent est destiné à l'Union africaine. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'État pour que, éventuellement, en cas de crise économique ou en cas de problème particulier, l'État se dise « bon, je dispose d'argent dans telle caisse, je peux aller prélever d'abord pour ne pas avoir à subir des conséquences d'une crise économique à l'interne ». Donc, il y a cette possibilité. La libre circulation des personnes et des biens, c'est un autre problème, c'est un autre volet de la chose. Et d'ailleurs, l'Union africaine se penche sur la question à l'occasion de ce sommet. Ce n'est pas forcément l'une des priorités, ce n'est pas forcément l'une des réformes les plus importantes de ce sommet. En tout cas, on en parle beaucoup. Les pays, vous l'avez dit, les pays d'Afrique centrale sont les champions du mauvais exemple que l'on donne. Guinée équatoriale, Cameroun, Congo sont parmi ceux qui réclament encore, revendiquent encore le visa. Même au sein de la CEMAC,
quand on prend la CEAC, on peut peut-être encore comprendre que parmi ces 11 pays où il n'y a pas toujours une harmonisation des questions de langue, des questions de culture, des questions économiques, notamment sur le franc CFA, que l'on puisse encore comprendre qu'il y ait un peu de réticence, mais que des pays CFA de la zone CEMA continuent entre eux de s'imposer le visa, alors qu'au niveau de la CEDEAO, tout cela désormais derrière nous, ou du moins partiellement derrière nous, on a de quoi s'inquiéter pour l'intégration régionale en Afrique. Mais, encore une fois, ce n'est pas cela qui va empêcher les pays en question d'imposer cette taxe-là sur les produits qui viennent hors du continent africain. Le dirigeant du 6e pays, le mieux gouverné au monde, a été désigné pour conduire les différentes réformes. Que pensez-vous de ce choix ? Alors, vous parlez de Paul Kagame, le président rwandais, qui a donc été choisi pour conduire la réforme au sein de l'Union africaine, notamment la réforme économique et les quelques réformes institutionnelles qui devraient permettre à l'Union africaine de compter encore plus dans les relations internationales. Je pense que le choix a été excellent et très bien pensé. Paul Kagame fait aujourd'hui partie, vous l'avez dit, des dirigeants des pays les mieux gouvernés du monde. On lui colle encore certainement un profil de dictateur, mais Paul Kagame apparaît comme un des dirigeants africains les plus rigoureux en matière de réforme dans son pays. Il n'y a pas de doute là-dessus. La preuve, c'est que le Rwanda est aujourd'hui le 6e pays le mieux gouverné au monde et a été classé ainsi par des institutions sérieuses au plan international. Mais de l'autre côté, il faudra que Paul Kagame puisse trouver le moyen d'échanger de façon moins rigide, parce que dans son pays, il impose les réformes de façon rigoureuse et catégorique. Avec les autres pays membres de l'Union africaine, il y a la question de la souveraineté qui est là et qui va l'amener à devoir édulcorer à certains moments les propos qu'il va tenir à l'endroit des pays qui ne seraient pas dans la dynamique de la réforme, en tout cas à la même vitesse dans la réforme que les autres. Donc Paul Kagame, c'est un bon choix, mais c'est aussi un choix risqué dans la mesure où des propos peut-être un peu rigoureux ou même des reproches que Paul Kagame ferait à certains dirigeants pourraient les amener à se rébiffer, à décider que personne ne leur parle de cette manière-là. Ils ne le recevoir de personne. Les États sont jaloux de leur souveraineté, on le sait très bien. Et même si le choix de Paul Kagame est un choix intelligent, c'est aussi un choix sur lequel il faudra faire beaucoup attention. Mais moi, j'ai foi que Paul Kagame a plus de chances que beaucoup de dirigeants africains de conduire cette réforme-là. Et d'ailleurs, le fait de le mettre au cœur du système l'oblige, parce que c'est un président qui a souvent boycotté certains sommets de l'Union quand il les perçoit comme des sommets inutiles. En le mettant au cœur de la réforme, il va donner lui aussi une certaine impulsion à l'Union africaine, et je pense même qu'il est pressenti pour être le prochain président en exercice. C'est là encore une bonne chose pour lui. Voilà, et on le connaît, vous l'avez indiqué, évoqué tout au long de ce débat, cette division qui règne sur le continent au sein des chefs d'État et de gouvernement lorsqu'il s'agit généralement de mettre en œuvre des réformes. Cette fois-ci, peut-on y croire? Je pense que la réponse à cette question n'est pas catégorique. Il y a des éléments qui font que, notamment sur le point de l'autonomisation de l'Union africaine, il y a des chances qu'on y arrive et qu'on y arrive très vite. En mettant en œuvre la réforme, que chaque pays, en excipant du fait que c'est l'Union africaine qui lui impose de taxer avec un léger surplus les produits venus des pays non africains, l'Union africaine donc a des chances de voir rapidement se gonfler ses revenus, et donc les pays ont la capacité d'amener l'Union à obtenir cette fameuse autonomie financière dont nous parlons. De ce point de vue, moi, je ne crains pas beaucoup. C'est de l'autre côté, au niveau des réformes institutionnelles, que je reste quelque peu dubitatif, dans la mesure où il y a encore de ces puissances extérieures au continent africain qui ne voient pas d'un bon œil le fait que l'Union africaine puisse devenir de plus en plus importante au sein de la communauté internationale, au sein des relations internationales. Et la crise de 2011, celle qui a suivi le fameux printemps arabe, les fameuses révolutions arabes, a montré à quel point
la division pouvait régner au sein de l'Union africaine. Vous vous souvenez, le président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade, s'était rendu à Benghazi pour soutenir les rebelles qui défiaient Muammar Kadhafi. Pendant ce temps, l'Union africaine avait quand même initié un projet, une médiation et avait envoyé des émissaires rencontrer le colonel Kadhafi à Tripoli. C'était le signe d'une division extraordinaire. Le président gabonais Ali Bongo soutenait les rebelles, etc. On a vu, on ne savait même pas quelle était la position que le Bénin adoptait dans cette crise-là. On a vu donc une forme de chienlit qui a régné sur le continent africain dans cette perspective. Et même à cette époque-là, j'étais de ceux qui pensaient que l'Union africaine était devenue une instance quasi inutile. Heureusement que l'Union a su sortir de cette affaire-là, non pas grandi, malheureusement, elle en est sortie véritablement malaisée, mais elle en est sortie, elle a dépassé ces événements et aujourd'hui apparaît comme encore capable de réunir le continent africain autour d'idéaux que sont ceux qui sont mis sur le plateau durant ce nouveau sommet. Et il me semble bien que la perspective du succès, elle est possible, elle est proche, mais si les puissances occidentales ne veulent véritablement pas que cette union africaine, que cette réunification africaine se fasse autour de ces objectifs, de ces perspectives de puissance et de prospérité pour le continent africain, elles ont la capacité de l'empêcher. Ça a été toujours ma principale crainte quand je parle de ce processus d'intégration africain, ce processus qui est en panne et qui n'a de cesse d'évoluer et de reculer depuis pratiquement 55 ans. On va s'intéresser maintenant au chef d'État de gouvernement présent ou absent à ce 29e sommet de l'Union africaine. Joseph Kabila n'y était pas. Non, Joseph Kabila... Non, plutôt. Joseph Kabila y était. Non, Joseph Kabila, voilà. Et pourquoi? Parce que dans son pays, il y a une crise politique aiguë. Voilà. Et il devrait normalement s'abstenir. Voilà. Joseph Kabila est un absentéiste des sommets de l'Union africaine. C'est d'abord un homme, vous le savez, qui est un peu secret, qui ne s'expose pas beaucoup, il ne sort pas beaucoup. Il ne se met pas en scène souvent au sommet de l'Union africaine. Mais voilà. C'est au moment où on s'attendait le plus à ce qu'il soit absent au sommet de l'Union africaine que Joseph Kabila se pointe. Et on pense qu'il aurait dû rester chez lui peut-être pour gérer la crise politique en cours. Mais certains analystes pensent que Joseph Kabila est venu justement pour rechercher un peu de légitimité auprès de ses pairs africains. Joseph Kabila, vous le savez, son mandat a pris fin depuis décembre 2016. Il a trouvé la formule, le subterfuge pour faire signer à l'opposition une prolongation de mandat jusqu'à la fin de l'année 2017. Donc, il demeure président jusqu'à 2017. Les élections doivent être organisées. Nous sommes en juillet. Aucune perspective en la matière n'est encore en place. Et Joseph Kabila, sans doute, entend se maintenir au pouvoir, même si les élections ne sont pas organisées, en décembre prochain. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, sans doute, il est arrivé pour jauger un peu sur le visage de ces pays africains. Ceux qui sont avec lui et des discussions en aparté ont certainement eu lieu ou sont en train de se dérouler. Le sommet prend fin tout à l'heure même. Sont en train de se dérouler pour que Joseph Kabila puisse savoir sur qui il peut compter si jamais il est contesté de l'intérieur, sur qui il peut compter à l'extérieur pour lui permettre d'asseoir, de maintenir son assise sur la République démocratique du Congo. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il est là et je suis persuadé que dès qu'il aura obtenu les garanties de certains de ses pairs, Joseph Kabila rentrera chez lui et maintiendra son emprise sur le pouvoir dans son pays. Mais l'autre président, c'est Pierre Nkurunziza, qui gère 2 ans de crise. Lui, il a choisi de ne pas suivre, de ne pas opter pour le choix de son voisin. C'est oui, justement, le paradoxe. Hein, et c'est un choix aussi. Il y a quelques jours seulement, Pierre Nkurunziza recevait chez lui le nouveau médiateur de l'Union africaine, de l'ONU plutôt. Il s'agit de l'ancien président burkinabé Michel Kafando. Pierre Nkurunziza est également dans une situation semblable à celle de Joseph Kabila. Lui, carrément, il a déjà modifié la constitution, il a fabriqué son élection, il est de nouveau au pouvoir pour 5 ans, il a déjà consommé 1 année.
retranché dans son palais. Il préfère donc se maintenir chez lui, rester chez lui pour ne pas avoir à aller s'expliquer avec ses pairs africains. Et je pense que les différentes tentatives de médiation qui ont cours, il n'a pas envie certainement d'écouter des conseils, d'écouter certaines recommandations. Et dans ce cas, il vaut mieux ne pas se rapprocher de ceux qui vont lui dire des choses dans les oreilles. En 45 secondes, on va résumer les cas en tout cas de Jacob Zuma absent à cette rencontre et puis de Mohamed VI, le roi du Maroc, qui étend ses tentacules partout en Afrique. Oui, premièrement, donc, le président Zuma qui est absent, crise politique aussi, pas de la même envergure que celle qui se déroule au Burundi ou en République démocratique du Congo. C'est au sein de son parti, l'ANC, que Jacob Zuma est désormais contesté. Il est confronté à un vote de défiance. Si cela a lieu aujourd'hui, il pourrait éventuellement être destitué. Sinon, en tout cas, il devait rester forcément dans son pays pour gérer tout ça de près. Parce que plus on est loin des affaires politiques, mieux les frondeurs ont la capacité de vous bouter dehors. Ça explique l'absence du président Jacob Zuma. Quant au président marocain, au roi marocain, lui, par contre, il aurait pu venir, mais il a préféré envoyer son frère pour continuer à étendre les tentacules du Maroc sur l'Union africaine. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'après son adhésion à l'Union, sa réadhésion ou son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc participe à un sommet. Ce n'est pas l'absence du roi Mohamed VI qui change les choses. Son frère a tenu un discours assez intéressant vis-à-vis de l'Union, mais également la présence de son frère vise à limiter l'action et le rôle du Sahara occidental, pays membre également de l'Union africaine. Patrice Talon n'y était pas, vous avez oublié. Patrice Talon n'y était pas. Nous sommes bien, Patrice Talon n'y était pas. On sait très bien qu'il a quelques ennuis de santé pour le moment. Mais il a envoyé une délégation, forcément. Tous les États sont représentés. Le ministre Koupaki, voilà, on a vu les images. Le Bénin est représenté. Le Bénin ne parle pas beaucoup au cours de ces grands sommets, de ces grandes rencontres internationales. Il serait peut-être temps que la diplomatie béninoise soit un peu agressive. Dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Mais il n'est pas question de parler pour ne rien dire. Quand on n'a pas quelque chose à dire, il faut se taire. Je pense que c'est peut-être le meilleur choix, celui que fait le Bénin. Merci à vous, James William Gbagidi. Je rappelle que vous êtes spécial des questions internationales, rédacteur en chef de Eden Télévision. C'était les clés du monde.